l'époque des hypervitesses, des plein de choses à faire et des retards partout. Avancer. Tu dois travailler, travailler et travailler. Ordre et désordre. Je dirais Sous tension. Connecté. Paradoxal. Moi, je la trouve chamboulée. Prometteuse. Angoissante. Anxiogène. Superficielle. Singulière. Je dirais qu'elle est éreintante. Positif. Complexe. Vous écoutez Craquer l'époque, le podcast des imaginaires politiques. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Craquer l'époque. Cette semaine, je retrouve mon invité Simon Freinet. Bonjour Simon. Bonjour Aline. Tu es à la fois comédien, auteur et réalisateur, et la semaine dernière, nous évoquions notamment la volonté pour toi de faire des films queer dans lesquels l'orientation sexuelle des personnages serait un non-sujet. Nous avons parlé du rapport à l'amour et à la douleur, de la façon d'extérioriser ses sentiments, et j'aimerais aujourd'hui qu'on parle de la troisième casquette que tu portes, puisqu'en parallèle de ces différents corps de métier, tu es également le fondateur de l'association solidaire Sous le même ciel, une asso qui vient en aide aux personnes exilées. Est-ce que tu peux dire un mot sur cette asso, comment tu as eu l'idée de la créer, et sur les actions que tu mènes à travers elle? Alors, Sous le même ciel, je l'ai créé pendant le confinement, le premier confinement en 2020, ou juste après. Parce que les boulangeries étaient encore ouvertes, qu'ils avaient beaucoup d'invendus, et que les gens étaient toujours dehors, sauf que, disons que les petites aides qu'il pouvait y avoir pour ces personnes-là, elles étaient mises à l'arrêt. Puis bon, ça faisait quelques temps déjà que je m'étais sensibilisé à la problématique des personnes sans abri et à la problématique des personnes exilées qui sont souvent dans une grande précarité. Et du coup, on a commencé simplement à aller demander les invendus de la boulangerie en bas de chez moi. Puis on a acheté des bouteilles d'eau parce que disons qu'il y avait un robinet qui avait été coupé par la mairie de la ville de Saint-Denis à l'époque, ce qui nous paraissait complètement intolérable. Bref. Et pardon de commenter, mais c'est vrai que quand je repense à ce genre de truc, je trouve ça tellement aberrant. Et du coup, on s'est mis à rencontrer les gens en fait qui étaient dehors et pas très loin de chez nous, à 300 mètres, 400 mètres, 500 mètres. Et en fait, il y a eu un campement à ce moment-là où il y a eu d'abord une petite dizaine de personnes. Ce qu'on avait fait, c'est c'était un endroit où il y avait plein de détritus partout. Donc on avait décidé de tout nettoyer. Et même les personnes qui vivaient là nous avaient aidés et on avait nettoyé et tout. Et en fait, c'est devenu un campement énorme, je pense peut-être le plus gros d'Île-de-France à ce moment-là. Il y a eu jusqu'à 3000 personnes qui est à la porte de Paris à Saint-Denis en novembre 2020, jusqu'à le démantèlement. Et en fait à ce moment-là, j'ai eu la chance d'avoir un petit local qui était à 200 mètres du campement, donc on faisait des collectes, les gens étaient très, je sais pas si, ils étaient très généreux et en même temps ça les arrangeait parce qu'ils pouvaient se débarrasser de toutes les affaires qui se rendaient compte d'avoir accumulé pendant des années avec le confinement. Ils se disaient qu'ils allaient faire du tri et tout ça, et on a beaucoup profité de ça. Et on a eu énormément de dons qu'on a pu du coup redistribuer. Mais il y avait tellement de gens, tellement de détresse, tellement de misère que, tout partait à une vitesse pas possible. On créait aucun contact avec les gens, il y avait trop de monde, il y avait trop de besoins. Donc pendant quelques mois, ça a été un peu une machine à laver comme ça. Et quand il y a eu le démantèlement, qui s'est pas bien passé d'ailleurs, parce que violence policière, sous l'œil du nouveau maire à l'époque, je me souviens, ils étaient tous entre les deux routes, là il y avait une sorte de petite butte sur laquelle ils étaient, et je me souviens nous sortir, on disait on était l'association, on voulait passer, parce que la police voulait pas nous faire sortir. Ils avaient vraiment encerclé, nassé le campement, et je me souviens de leur regard, je dirais pas méprisant, mais il y avait un truc de on est là, on regarde ce qui se passe dans notre ville, c'est un événement important, mais je sais pas, dénué d'humanité quoi. Il a fallu attendre des mois pour avoir quelques toilettes. Ils voulaient pas les installer parce qu'ils avaient peur que les gens s'installent davantage, mais les gens étaient déjà là de toute façon. C'était vraiment nier leur humanité quoi. Il y avait des familles, il y avait des bébés, il y avait c'était vraiment terrible. Il y a même eu des gens qui sont décédés sur le campement. Il y a un monsieur qui est mort de faim sur le campement, sur un campement juste à côté. Il y a un monsieur qui s'est noyé parce que c'est juste à côté du canal de Saint-Denis. Donc après ça, moi j'ai eu envie de créer des liens avec les gens qu'on rencontrait. Je trouvais ça trop difficile aussi. En fait, je me suis rendu compte que c'était pas nécessairement dans mes cordes de faire ça, et que j'aurais pas l'endurance en fait pour être comme ça une machine quoi. Et du coup, on a décidé d'accompagner un groupe, un campement qui avait pas voulu faire partie du démantèlement et qui était à 500 mètres du campement principal. Mais sauf qu'ils ont aussi, la police a détruit leurs affaires. Un matin, on a retrouvé toutes les tentes les unes sur les autres, déchirées, évidemment, inutilisables, avec leurs habits, leurs couvertures et tout. Donc, toutes leurs affaires personnelles, éventuellement leurs papiers, des choses hyper importantes pour eux. Et puis, du coup, irrécupérables pour les associations, parce que sinon les assos, elles essaient de récupérer, les laver et de les réutiliser, parce que c'est souvent des dons ou des achats d'associations, toutes ces affaires-là.
Bon, de toute façon, c'est une pratique qui continue régulièrement de détruire les affaires, de les jeter, de confisquer les papiers, enfin de faire en sorte que la vie déjà invivable de ces personnes-là soit complètement intolérable, enfin de les pousser en fait finalement vers des chemins sans retour. J'ai envie d'avoir un mot quand même pour toutes les personnes qu'on appelle les craqués, les zombies de la chapelle. Bah, c'est juste des gens en fait qui sont tellement invisibilisés, tellement méprisés en fait, tellement déshumanisés qu'à un moment donné, on leur a proposé un truc qui les a fait partir et comme il y a une addiction immense avec ces drogues-là, ils sont repartis dedans, quoi. Donc, et qui meurent à petit feu. Moi, je me souviens avoir vu un monsieur, c'était dans Paris, il avait la peau sur les os et son corps était complètement disloqué au sol. J'ai pensé qu'il était mort, c'était en été, il faisait très chaud. Et du coup, j'ai appelé les pompiers et ils m'ont dit bon, on va l'emmener à l'hôpital et puis de toute façon, ils peuvent pas le garder, il y a pas de service pour s'occuper de lui, enfin pour gérer son addiction. Donc le monsieur va mourir en fait, voilà. Et ça, c'est le quotidien de centaines de personnes. Donc quand j'entends parler de zombies, ça me rend fou, quoi. Quand j'entends des quartiers qui se révoltent parce qu'ils ont peur pour leurs enfants, alors je comprends la crainte, mais en fait le problème à la racine, il n'est pas de dégager ces personnes, il est de s'en occuper. Voilà, on a un état social normalement qui est supposé faire en sorte d'accompagner les personnes les plus vulnérables. On voit bien qu'il est complètement défaillant, mais voilà, moi je trouve que c'est quelque chose d'intolérable à Paris aujourd'hui, quoi. Enfin, qui me donne envie de partir, moi, de voir cette déshumanisation des gens, mais je parle de ce manque d'empathie que peuvent avoir les gens, cette façon peut-être aussi de se protéger de choses trop difficiles à accepter, mais enfin en même temps, et de choisir de continuer à vivre dans une bulle qui est assez confortable. J'ai quand même pas mal de colère de ce côté-là aussi. Et du coup, est-ce que tu peux expliquer un peu le fonctionnement de cet asso ? Ce que je disais, pour revenir un petit peu sur ce qu'on a choisi de faire, c'est d'accompagner des personnes, un groupe restreint mais pas fermé, où il y a des gens qui peuvent rentrer et sortir, et de les accompagner, de proposer à ces personnes des moments conviviaux autour de matchs de foot, de goûter, de sorties culturelles en général, beaucoup de cinéma, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup et que j'ai envie de partager, et du coup de trouver des partenaires comme le cinéma à l'écran à Saint-Denis, et d'autres j'espère. Après il y a des gens très sympas, des fois ils ont des places à offrir, ils nous les donnent, donc on accompagne les jeunes au cinéma. Alors quand je dis les jeunes, parce qu'il y a pas mal de mineurs non accompagnés, il y en a de plus en plus aussi parce que je me suis impliqué dans d'autres associations qui accompagnaient des mineurs isolés, et du coup c'est vrai que ma sociabilité associative a été beaucoup autour de mineurs. Donc maintenant il y a des jeunes majeurs parce qu'ils ont grandi, mais il y a aussi malheureusement il y a une énorme crise en ce moment. Il y a beaucoup de jeunes qui arrivent, enfin de gens en général, mais beaucoup de mineurs aussi, et du coup les jeunes se passent le mot, puis de toute façon moi ce que je fais dans la limite des moyens de l'association, c'est faire en sorte que le maximum de personnes puissent bénéficier des sorties qu'on propose, quoi. Parce que je pense que la plus grande des difficultés, un des plus grands dangers, c'est la solitude, et je pense que créer du lien, donc entre eux mais entre nous aussi, et un lien qui est le plus horizontal possible, c'est-à-dire où quand on joue au foot, on est tous au même endroit. Enfin, je joue beaucoup moins bien qu'eux, mais d'une certaine façon, on joue tous au foot. Voilà. Quand on va au cinéma, on partage quelque chose ensemble. Enfin, j'essaye de pas être... c'est pas évident, surtout quand ils sont jeunes, mais pas trop paternaliste, d'avoir un rapport le plus horizontal possible avec eux. Donc plus ils sont jeunes, et effectivement, plus je pense qu'il y a une forme un peu d'autorité de ma part, mais aussi parce que ils attendent de personnes qui les accompagnent. Je suis pas leur tuteur officiel légal, quoi. Je peux l'être dans ces moments-là, que je les encadre, ou qu'ils soient encadrés par d'autres personnes, et ce que font toutes les associations d'aide aux mineurs. Après pour les personnes majeures c'est différent, parce que c'est des personnes majeures et qui savent bien davantage ce qu'elles veulent, qui ont quand même besoin d'aide sur des questions administratives ou des questions beaucoup plus basiques, quand elles sont dehors pour manger, pour ne pas avoir froid ou ce genre de choses, et leur trouver. Mais c'est vrai que ce rapport-là, le rapport humanitaire un peu classique, de donner toujours donner quelque chose vers une main qui se tend. Je voulais un peu casser ça à travers l'idée de moments conviviaux, parce que finalement l'humanitaire c'est beaucoup cette aide humanitaire, de dons, et les moments c'est quelque chose qui est un peu mis à la marge, justement créer des moments conviviaux, et plus t'es précaire évidemment, plus t'es éloigné de tout ça, et plus tu crées du lien, plus tu as des possibilités peut-être de sortir de cette précarité, en tout cas d'être aidé autour de toi, et surtout de pouvoir échanger, de pouvoir dire que tu as besoin d'aide. Du coup, si tout un chacun veut se porter utile, est-ce qu'on peut devenir bénévole ? Est-ce que tu peux du coup dire comment contacter ton association ? Alors on est sur les réseaux sociaux, tout simplement, sur Instagram notamment et Facebook. Alors, ce qu'on propose, c'est vraiment d'accompagner. Si on aime le foot, c'est aller jouer au foot avec les jeunes. Il faut laver les affaires, il faut préparer les goûters, mais c'est m'aider à faire tout ça. Je suis pas toujours
disponible pour aller au cinéma avec les jeunes et les accompagner pour la sortie. Moi, ce que j'aimerais développer, c'est davantage de contexte autour des films qu'on montre ou qu'on projette, parce qu'on a aussi l'idée de s'associer à des associations pour projeter des films avec des jeunes qui ont des cours pour pouvoir en parler derrière et qu'il y ait des résonances en fait avec ce qu'ils viennent de voir, et surtout qu'on les laisse pas avec des films, on choisit quand même des films que l'on pense divertissants pour eux et pas des trucs qui leur font revivre des traumatismes, enfin voilà. Donc il y a aussi une réflexion autour des films qu'on propose. Bon, on se trompe rarement, après des fois c'est un peu trop il y a des termes peut-être un peu trop complexe, mais on peut être surpris parce que par exemple on était voir Indiana Jones en version originale, je me suis dit bon, la VO avec les sous-titres et tout, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude et on est ado et tout ça, c'est un peu chiant quoi. Et puis surtout en langue étrangère, parce que peu parlent l'anglais, ils apprennent mais ils sont pas encore bilingues, mais en fait ça a posé aucun souci. Après il faut que le film soit visuel du coup, et Indiana Jones c'est beaucoup de courses-poursuites et puis on se fiche un peu finalement si on n'a pas toutes les intrigues. Enfin, même moi, il y a beaucoup d'informations visuelles et de paroles qui sont données aux spectateurs. Et puis bon, c'est des films où en général on te remet un peu à niveau à certains moments, donc voilà. Mais bon, c'est une expérience qu'on a fait il y a quelques semaines. Là, on a été voir The Creator, là, le dernier film de science-fiction de Gareth. Je vais dire des bêtises, donc je vais pas dire son nom de famille, je me souviens plus, qui est un film grand spectacle, qui est plutôt réussi, enfin bon, je vais pas faire une critique de cinéma, mais en tout cas qui leur a plu. Et si je peux me permettre, nous on a besoin, effectivement, on aurait besoin d'aide, là on essaie de développer des cinémas en extérieur pour les personnes sans abri, donc aller directement sur les campements, parce que évidemment les gens ils vont jamais au cinéma quoi. Donc l'idée c'est d'amener le cinéma, donc on a fait une collecte, on a réussi à avoir suffisamment de dons d'argent pour acheter du matériel, pour aller projeter des films, et pour ça on a besoin d'être bien 4-5 à chaque fois, et il faut que ça puisse tourner, donc pour ces événements là aussi par exemple, on serait heureux d'avoir des bénévoles. Après il y a plein d'associations que je peux recommander, la TIMI, Utopia 56, les Midi du Mi, enfin des associations qui viennent en aide aux exilés ou aux mineurs isolés. J'ai tendance à penser que c'est les personnes les plus vulnérables dans notre société et que donc ce sont elles qui ont le plus besoin, et c'est là du coup il y a le plus de besoins dans l'associatif. J'aimerais qu'on aborde une référence dont tu m'as fait part. Il s'agit d'un documentaire de Cécile Allegra, Le Chant des Vivants. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu recommandes ce documentaire ? Alors c'est un documentaire qui raconte la reconstruction par le chant de personnes exilées passées par la Libye, qui est un véritable enfer pour les exilés, particulièrement pour les exilés noirs, hein, qui sont vendus, esclavagisés, torturés. J'ai eu pas mal de récits de jeunes ou d'adultes qui sont passés là-bas et qui, bon, ils sont pas rentrés dans les détails, mais qui m'ont parlé de leur moment en Libye. Bon, c'est pas nécessairement plus joyeux en Tunisie, au Maroc ou en Algérie, où il y a aussi énormément de violences racistes, hein. Mais la Libye semble vraiment être un endroit, ça a l'air d'être l'enfer sur Terre. Et du coup, c'est des personnes qui ont été complètement détruites et à qui on va aider à donner une place aux mots et à la parole pour un peu s'affranchir de cette souffrance. Et surtout mettre des mots sur quelque chose qu'ils ont dû garder dans leur tête, qui est très difficile d'en parler, très difficile de trouver des mots pour parler d'une telle violence. Et déjà parce que ça visibilise ces personnes et cette situation de ce qui se passe en Afrique du Nord. Parce qu'on parle même pas de la traversée, on parle vraiment du traumatisme de personnes qui étaient en Afrique du Nord, là en l'occurrence en Libye, qui ont subi ces violences. Parce que évidemment la traversée c'est pas non plus un long fleuve tranquille, c'est un mauvais jeu de mots, mais c'est la continuité de cet enfer. Et les gens se soignent dans un lieu qui est dans le sud de la France, doit être en Ardèche si je dis pas de bêtises, ou dans les Cévennes. Et moi c'est un projet que j'ai, de m'installer dans les Cévennes et de pouvoir faire de l'accueil. Et j'ai pas la prétention de créer ce genre de résidence, parce que bon, il y a un accompagnement psychologique au-delà de l'aspect artistique que propose l'association Limbo, du coup, qui fait ça pour ces personnes. Mais parce que je pense que créer des communautés dans des lieux apaisants, dans des lieux bienveillants et dans des lieux où les personnes se sentent à l'abri de leurs agresseurs, de la violence des villes. Enfin, je veux dire, ça peut être le cas pour, je sais pas moi, les violences faites aux femmes. Enfin, des espaces, en fait, où on soit loin de ce qui nous a traumatisé ou ce qui nous traumatise. Et je trouvais intéressant, justement, le choix de faire ça dans des lieux qui permettent de remplir ces espaces-là. J'ai l'impression que la ville, elle est trop compacte, elle nous donne pas d'horizon, peu. Et il n'y a pas d'espace pour ça. Et on a besoin de ce calme, cette sérénité pour se reconstruire, je pense. Et c'est ce que j'aime dans ce film. Et puis moi, évidemment, le rapport à la musique qui amène une dimension un peu fictive aussi. Ils choisissent de raconter, de créer une histoire autour de leur histoire. Et puis souvent dans la joie en plus. Souvent, c'est des musiques qui vont
complètement à l'encontre de ce qui est raconté. C'est aussi ça qui est très très beau dans le film et qui montre qu'il y a un désir il y a une vitalité, un désir de vie qui est très fort et qui est très beau. Et je pense que ce genre d'initiative, je souhaite en voir de plus en plus, parce que des personnes abîmées par, je n'aime pas par la vie parce que ça veut rien dire, mais par le parcours, le parcours d'exil, il y en aura de plus en plus. Ça va pas du tout s'arrêter, et c'est pas en mettant des barbelés ou en mettant des polices en mer, ou en empêchant les bateaux d'accoster, ou même en tirant sur les bateaux, parce que les gardes-côtes libyens tirent sur les bateaux des migrants, que la migration va s'arrêter. L'idée, c'est de comment accueillir dignement, comment faire en sorte que les gens puissent s'intégrer, et du coup créer un bien-être général, parce que même les fachos, les racistes et tout, à la fin, je pense qu'ils seraient beaucoup mieux dans un monde où les gens sont beaucoup mieux intégrés, quoi. Est-ce que tu veux bien qu'on essaie d'écrire quelque chose sur le départ ? Moi, je veux bien, ouais. Tout le monde va avoir un petit problème de justesse. Vous n'allez pas se chanter super juste. Faut se lâcher. C'est la suite de la musique qu'on avait commencé. Ces mots sont faits pour ne pas te choquer. Quand tu penses à départ, tu penses à quel mot ? It's maybe hopeless. There was no, like never ending. Yeah. God will I ever return again. Great. Yes. Why leave you home if you're going nowhere? Why leave you home if you're going nowhere? Les autres m'ont dit que la Libye, c'était l'enfer. Plus que l'enfer. En Libye, il n'y a pas de retour, c'est aller. Dès que tu viens, tu ne peux plus te retourner. C'est plus mal de te retourner que d'aller sous la mer. Parce que quand tu te retournes, tu risques d'être abandonné sous le désert. Dans le zodiaque, tu es monté. Rien à boire, rien à manger. Tu as vu cette femme et son bébé. Un jour, elle n'a plus respiré. Petit frère, tout ça tu le voyais. Tout le monde a droit de voyager. Tout le monde a droit d'aller dans un pays. Tout le monde a droit de se déplacer. Je crois que tu voulais nous conseiller un titre aussi de livre à paraître. En gros, il y a eu une école dans le 16e arrondissement qui a été investie par des mineurs isolés qui étaient dehors depuis des semaines, voire des mois. Ils ont investi cette école qui s'appelle l'école Erlanger dans le 16e au mois d'avril. Et ils ont passé avril, mai, juin, 3 mois. Du coup, ils ont été des centaines, ils ont été 10, puis 100, puis 200, puis 300. Ils sont montés à 5 ou 600 ou 700, je sais plus bien. Jusqu'à à s'installer place du Palais Royal devant le Conseil d'État pour dire bon, on est là en fait, parce que les pouvoirs publics voulaient pas s'occuper d'eux. Et du coup, il y a un livre qui s'appelle Erlanger, journal d'une crise humanitaire, qui raconte ces 3 mois dans cette école, l'aide des associations qui essayaient de subvenir aux besoins des mineurs, de les accompagner dans leur démarche aussi, parce que c'est des mineurs qui sont en recours pour faire valoir leur minorité, et aussi pour parler de la soirée, je crois que c'était le 27 juin 2023, de l'évacuation qui a eu lieu place du Palais Royal, qui a été ultra violente, et du coup on a donné la parole à des jeunes comme à des membres d'associations. On m'a demandé de témoigner aussi, je l'ai fait, et qui raconte cette soirée complètement dingue, d'horreur, hein, franchement. Le nassage, c'est une technique un peu commune, bien que décriée, et, nous jeter sur les jeunes, étrangler, taper les jeunes de la part de la police. J'avais jamais vécu une telle violence. J'en ai fait des manifs et tout. La police nous balance des tirs de LBD ou des bombes lacrymo, tout ça. Mais cette violence-là, au corps à corps presque, c'était ahurissant. Moi, j'ai jamais vu ça, quoi. Je me suis enfui parce que j'ai jeté une bouteille sur un policier qui l'a atteint à la tête. Et ce que je raconte dans le témoignage que j'ai fait, c'est que d'une certaine façon, j'en suis très content parce que c'était de la légitime défense. Et ça m'a fait du bien de réussir à toucher le flic. Mais en même temps, c'est des colosses, les mecs. Moi, j'ai pu partir parce qu'il devait avoir du monde entre lui et moi. Mais je pense que ça a dû décupler sa violence et il a dû taper sur les jeunes autour. Mais du coup, j'avais très peur, donc je suis parti à ce moment-là. Mais c'était vraiment un chaos que j'ai jamais vu. Et du coup, c'est raconté, et de façon beaucoup plus exhaustive que moi, puisque j'ai dû rester 2 heures sur place. J'ai pas pu être là tout le temps. Mais en même temps, c'était trop dur. On avait fait une même action comme ça au mois de décembre, qui s'était mieux passé, si on peut dire mieux passé, même s'il faisait des températures en dessous de 0 degré, les jeunes, leurs membres se congelaient, donc ils devaient aller aux urgences, quoi. Donc c'était difficile, parce que c'est des jeunes qu'on connaissait bien, parce qu'on les suivait depuis des semaines, des mois, et je me suis dit c'était trop dur. Après ça, d'ailleurs,
j'ai arrêté pendant 1 mois ou 2. Ça aussi, c'est un non-sujet, mais sur les pieds sur terre, là, il y a un truc là-dessus, autour du craquage, que les gens des associations, ils font ça un moment, et puis ensuite c'est trop difficile, ils arrêtent, quoi. Moi, j'ai pas arrêté, mais j'ai fait une pause, et surtout, je me dis que je ferai plus ça, c'est trop difficile. Ça empêche pas les choses de se passer, quoi, elles existent quand même. Mais voilà, après, quoi, t'es obligé de prendre des médicaments. Pendant des mois, j'ai changé mes habitudes, et c'est quelque chose de très courant dans les associations. Et il y a des gens qui arrivent pas à avoir leurs limites, et qui sont complètement détruits par ça, quoi. Et il y a aucun accompagnement, enfin, on s'en fout, de toute façon, on fait déjà le travail que l'État ne fait pas, alors ils vont pas s'occuper des bénévoles qui font des dépressions, quoi. Enfin, bref. C'est aussi un sujet, parce que si on veut continuer à aider, c'est pour ça qu'on a besoin de monde, c'est pour pouvoir aussi s'alterner un peu. Répartir l'effort. Voilà, répartir l'effort. Au regard de ce que nous traversons actuellement, on a l'habitude, au sein de ce podcast Craquer l'époque, de demander à nos invités comment ils qualifieraient ce moment dans lequel nous vivons aujourd'hui. Un adjectif pour qualifier l'époque actuelle. Et est-ce que tu envisages l'avenir sereinement ou non ? L'adjectif, ça serait l'indifférence. Et du coup, non, pas du tout. Je suis pas du tout serein sur l'avenir. J'essaye de me construire un avenir qui me donne envie d'être là, quoi. Mais je suis pas du tout serein. Politiquement, je trouve que la répression est de plus en plus forte, de plus en plus de précarité autour de moi. Enfin, moi, je me considère comme un privilégié, je suis un privilégié. Mais je trouve que... Enfin, effectivement, bon, il y a la crise autour des personnes exilées, mais la crise autour de la précarité, en fait, la précarité qui est de plus en plus présente partout. Il n'y a pas que les exilés qui sont précaires, qui arrivent et qui sont pressés. La crise climatique, ça aussi, ça me rend fou quand j'entends Macron dire qu'il adore la bagnole et que c'est pas son truc d'arrêter l'avion. J'ai envie de lui en mettre 3, quoi. Enfin, c'est insupportable. Insupportable. Il est inécoutable, ce monsieur. Franchement, j'en peux plus. Elle est là, la violence. Voilà. Enfin, vraiment, la vraie violence, c'est les mots de ces gens-là qui détruisent des gens, qui détruisent des vies par centaines, par milliers avec leurs mots. Voilà, moi je pense que nos actions ont besoin d'être beaucoup plus radicales aujourd'hui et qu'on doit s'organiser et se coordonner aussi entre associations, quand bien même le but est pas le même, je pense que l'ennemi est le même et que il faut se coordonner. Voilà. Ouais, je suis pas du tout serein et optimiste, malheureusement. J'aimerais bien être optimiste. Est-ce que, pour essayer tout de même de finir sur une note positive, pour toi on pourrait dire que l'art et plus précisément ou plus particulièrement le cinéma, et quand tu fais des films, c'est une sorte de catharsis. Est-ce que tu penses que ça peut encore véhiculer quand même un certain message d'espoir ? Oui, bien sûr. Égoïstement, je fais des films un peu pour moi, enfin avec des sujets qui me touchent, qui m'interpellent, et j'espère que ça va toucher autour de moi. Sous Malek, quand même, il y avait vraiment une volonté de donner des représentations, de les offrir à un public. Il y a toujours cette idée de représenter quand même dans Carpo Brotus, mais oui, je pense qu'on en a besoin, mais je me dis que si on n'arrive pas à nourrir et loger déjà les gens, à quoi bon leur montrer des films ? Ça peut paraître contradictoire avec ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que c'est des gens à la rue, on a envie de leur amener le cinéma, on a envie de leur amener les choses vers lesquelles ils peuvent pas aller, où ils se sentent pas légitimes d'aller. Voilà, c'est une question à laquelle j'ai pas vraiment de réponse. Moi, j'espère que ça existera toujours, mais des fois je me dis que est-ce que c'est la première des nécessités, quoi. Merci beaucoup Simon Freinet. Merci beaucoup à toi Aline, merci beaucoup pour l'invitation, merci beaucoup au podcast. Craquer l'époque est un podcast produit par Radio Radio en partenariat avec Collatéral. Et cet épisode a été réalisé par Aline Crétinoir. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité pour questionner l'époque dans laquelle nous nous trouvons.